Merci Bruno, merci Graziella, et puis merci de cette invitation à parler des politiques BMR-BHR. C'est bien, on se disait avec Christian qu'on était un tout petit peu en avance, donc on va pouvoir parler un peu plus longuement. Alors, je vais rappeler très vite, pour peut-être nous deux, Christian et moi, les données sur la résistance que vous connaissez bien. Vous connaissez très bien ce graphique des données du réseau national de surveillance des BMR. Peut-être juste un point qui est frappant, en reprenant ces chiffres, vous voyez que finalement, on a complètement inversé, bien sûr, les taux de SARM et de BLSE, mais que la variation est d'un facteur 10. 4 fois 8 plus de SARM en 2002, et maintenant on a 2 fois et demi plus de BLSE en 2015, donc un changement majeur en fait de la résistance, de la fréquence de la résistance bactérienne en France. Alors on va revoir les éléments qui, dans cette politique, ont permis d'inverser les chiffres et peut-être de se poser des questions sur l'évolution des BLSE. Mais pour commencer, je voulais vous rappeler ces deux diapos que vous connaissez aussi, bien sûr, sans doute très bien, montrant que colibacilles résistants au C3G, schématiquement les BLSE, augmentent au même rythme à peu près en Europe dans les différents pays. Et vous voyez que les couleurs changent à peu près de la même façon entre 2002 et 2015. En revanche, si on prend Klebsiella pneumoniae, qui est une bactérie qui est, elle, typiquement hospitalière, à la différence de colibacilles, eh bien, vous voyez que le changement est plus rapide en France qu'il l'est dans les autres pays. Et la France perd des rangs dans les pays européens et perd des rangs en termes de fréquence ou d'augmentation de fréquence des Klebsiella pneumoniae résistantes. Le plus souvent, ce sont des BLSE. Et pour illustrer ça, vous voyez ici les données de la PHP qui vous montrent l'évolution de l'incidence dans les hôpitaux de la PHP entre ici 96 et 2015. Et vous voyez que certes, il y a une augmentation de l'incidence très forte des colibacilles, mais que Enterobacter en bleu et Klebsiella en jaune augmentent aussi rapidement. Et donc c'est non seulement une épidémie de colibacilles, mais aussi une épidémie d'entérobactéries hospitalières. Alors, deuxième élément important dans l'épidémiologie des BLSE, on va beaucoup parler des BLSE, eh bien c'est que l'épidémiologie de colibacilles et celle des Klebsiella est aussi différente à l'intérieur d'un hôpital. Et j'ai pris ici deux données de surveillance en réanimation, une qui date des années 2005, l'autre qui date des années 2010. Et vous voyez que le taux d'importé en 2005 était de l'ordre de 4%, alors que celui en 2010, dans un seul service, certes, était de 15%. Donc le changement majeur de la prévalence du portage de BLSE à l'arrivée en réanimation, le taux de patients qui acquièrent une BLSE en cours de séjour est à peu près le même dans ces deux études que celui du taux de patients qui importent les BLSE dans le service de réanimation. Ce qui change, c'est la proportion des colibacilles et des entérobactéries hospitalières. Et vous voyez ici que pour les cas importés, à peu près 2 tiers d'entre eux sont des colibacilles, 66-62%, alors que pour les cas acquis, colibacilles ne représentent que 7 à 25%, c'est-à-dire que ceux qui circulent en réanimation, ce ne sont pas des colibacilles, ce sont des Klebsiella ou ce sont des entérobactères BLSE. Alors maintenant, quelle est la situation à l'intérieur d'un hôpital? Et je vous montre les données qui seront présentées demain dans notre hôpital, où on a cherché à regarder quelle était la prévalence du portage d'entérobactéries BLSE chez les patients hospitalisés dans 2 hôpitaux de notre groupe hospitalier, Bichat et Bretonneau. Et Bretonneau est un hôpital de SSR, Bichat est un hôpital essentiellement d'aigus. Et vous voyez ici que sur les à peu près un peu moins de 900 patients qui étaient présents dans l'hôpital, la grande majorité d'entre eux a été prélevée, il y a eu quelques refus, et que la prévalence du portage de BLSE dans l'hôpital est de 17%. La prévalence est la même à peu près, quel que soit le secteur de soins, médecine, chirurgie, réanimation, SSR, les chiffres varient entre 15 et 20%. Et quand on regarde la proportion des patients qui sont connus porteurs de BLSE, soit par un dépistage, soit par un prélèvement clinique, eh bien vous voyez que seulement 1 tiers des patients porteurs est connu au moment où on a fait le dépistage. Et que s'il n'y avait pas eu de dépistage, on aurait encore perdu une proportion de patients connus, le dépistage étant fait juste en réanimation et dans 1 ou 2 secteurs de médecine de l'hôpital. Donc le message important ici, c'est de dire qu'à peu près 2 tiers des patients porteurs de BLSE sont méconnus dans les hôpitaux où on travaille. Il n'y a pas de raison de penser que ce soit différent dans notre hôpital ou dans les autres hôpitaux. Alors tout ça amène à la discussion sur les mesures qu'il faut prendre pour contrôler les bactéries multirésistantes. Et là, on va le prendre la question au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des BMR, qu'il s'agisse des SARM, des BLSE, d'autres bacilles gram négatifs résistants ou encore les entérocoques résistants à l'avancomycine.
Et donc, il y a là un débat important. J'ai cité ici quelques tritons d'articles. Vous voyez que ceux-ci étant plutôt en faveur d'une politique verticale, on verra après quelle est la signification, d'autres étant en faveur d'une politique horizontale, c'est-à-dire finalement ne faisons pas plus pour les porteurs de BLSE ou de BMR que pour les autres, et puis d'autres ayant une approche qui est beaucoup plus balancée en fait entre une politique ciblée et une politique horizontale de contrôle des BMR. Donc vous voyez beaucoup d'articles, beaucoup de discussions sur la politique à appliquer. Alors la question effectivement est de se dire, est-ce qu'il faut mettre des précautions standards seules, un petit peu le principe des précautions universelles pour les agents viraux, au titre que si l'hygiène des mains est bien réalisée, ça n'est pas la peine de faire plus pour certains patients porteurs de BMR. Ou bien, est-ce qu'il faut mettre des précautions standards, auxquelles on va rajouter des précautions complémentaires? Pourquoi ça? Parce que l'hygiène des mains n'est pas bien réalisée, on a besoin de mesures supplémentaires pour interrompre la transmission de certaines bactéries chez les patients porteurs. Donc on va résumer ça en deux types d'approches. Une approche verticale, dépistage et précaution contact pour les patients trouvés porteurs, ou une approche horizontale, dont vous voyez qu'il y a plusieurs mesures possibles, mais la principale étant pour nous, la France, des précautions standards centrées sur l'hygiène des mains, auxquelles on peut rajouter une décolonisation, une politique d'utilisation des antibiotiques, ou bien le contrôle de la contamination environnementale. Alors, ces données ont été revues par la Société européenne de maladies infectieuses, dont je vais vous montrer les principales recommandations de 2013. Et vous voyez en haut que si on est devant un carré rouge, la recommandation est forte, et si on est devant un carré jaune, la recommandation est conditionnelle. Et que l'évidence scientifique est soit verte, modérée, elle n'est jamais élevée, soit jaune, faible. Alors, situation endémique, eh bien, vous voyez que les recommandations sont de faire de l'hygiène des mains, bien sûr, une formation, des précautions contact, l'antibiotique stewardship, donc le contrôle des antibiotiques, et puis conditionnellement, la prise en charge en précaution contact des colibacilles, la mise en chambre seule et le contrôle de l'environnement comme une des mesures associées aux mesures qui sont indiquées en rouge. Situation épidémique. Là, les mesures sont un petit peu différentes et on s'adresse toujours au BLSE. Eh bien, vous voyez, sont recommandées les précautions contact en toutes circonstances, le contrôle de l'environnement, la chambre seule, le contrôle des antibiotiques, la surveillance ASC, c'est la surveillance du portage, et puis en jaune, le dépistage des soignants et le cohorting des patients ou le cohorting des personnels. Donc vous voyez que pour la situation endémique, qui est celle que nous connaissons plutôt pour les colis BLSE, la recommandation est éventuellement de ne pas mettre en place, si on vient à la situation endémique ici, des précautions complémentaires contact. Alors voyons maintenant quelles données plus dans le détail en fait, et je voulais choisir quelques études pour vous montrer l'impact de précaution, enfin, d'une approche verticale et d'une approche horizontale. SARM et solutions hydroalcooliques, ce travail avait regardé l'augmentation plutôt la réduction des taux de SARM en fonction de l'augmentation des consommations de SHA, et vous voyez ici qu'il y a une très forte relation entre le pourcentage d'augmentation de consommation et la réduction des taux de SARM. Et puis comme exemple français, on peut prendre les données qui nous viennent de la PHP, où vous voyez que la réduction des taux de staphylocoque doré métillaire, initialement est apparue avec des précautions ciblées dans les années 90-2000, mais que l'introduction des solutions hydroalcooliques au début des années 2000, dont vous voyez ici l'augmentation à gauche, a permis d'accélérer et de réduire les taux de staph doré métillaire. Donc un lien très fort ici retrouvé entre l'augmentation des consommations de SHA et la réduction des taux de staphylocoque doré métillaire. Alors, au niveau européen, la question a été posée de la même façon. Et vous voyez cette étude européenne en réanimation, dont l'objectif était qu'après une période de 6 mois d'observation des pratiques de soins, notamment de l'hygiène des mains, l'intervention initiale était centrée sur hygiène des mains et toilette universelle à la chlorhexidine, deux mesures associées et des mesures donc transversales, horizontales, et puis suivi secondairement de l'installation dans ces services d'un dépistage des patients et de la mise en place des précautions contact pour les patients trouvés porteurs de bactéries résistantes. Donc, premier élément important, c'est de constater que la toilette à la chlorhexidine n'était pas faite avant la mise en place de la stratégie horizontale, et 100% des patients étaient bien sûr avec une toilette à la chlorhexidine tous les jours pour tous les patients dans la période 2 et la période 3.
Pour ce qui est de l'hygiène des mains, vous voyez que la stratégie d'amélioration de l'hygiène des mains a permis de faire passer l'observance de 50% à 70, voire 80% en période 3. Et le résultat, basé sur le dépistage des deux stratégies d'intervention, montrait que pour les taux de staphylocoque doré métillaire, il y avait une réduction dans une stratégie horizontale, mais pas de bénéfice supplémentaire dans l'introduction d'une stratégie verticale de dépistage et précaution contact. Alors, on peut aussi regarder ce qui s'est passé pour les BLSE maintenant, et de nouveau, je reprends les données de l'AP-HP, qui avait eu le grand privilège d'avoir beaucoup de BLSE au début des années 90, à la différence de beaucoup d'autres hôpitaux français. Et vous voyez que entre 93 et 2000, le taux de Klebsiella BLSE était passé de 25% à 5%. Et cela, essentiellement au bénéfice grâce à une politique verticale de dépistage précoce contact. Et puis vous voyez réapparaître les BLSE après le début des années 2000, d'abord à la PHP, puis dans le Séclin Paris Nord hors APHP. Et là, ceci malgré en fait la mise en place d'une politique qui était en même temps verticale et horizontale, puisqu'on a beaucoup amélioré dans nos hôpitaux l'utilisation des stratégies, des solutions hydroalcooliques et donc d'une stratégie horizontale. Alors, pourquoi cette différence? Eh bien, vous savez qu'au début des années 90, la BLSE était purement de la Klebsiella et donc uniquement un problème hospitalier, alors que depuis le début des années 2000, il y a une prévalence beaucoup plus élevée qui monte des BLSE en ville. Et bien sûr, les patients porteurs de BLSE entrent dans nos hôpitaux porteurs de BLSE. La situation en France, vous la voyez. 2010, 2011, 2012, une prévalence en France de portage de BLSE de l'ordre de 5%. Et les données, vous voyez, de 2015, donc 5 années après, nous disent que la prévalence de portage de BLSE dans la population, en population de crèche, enfin de pédiatrie, est de 10%. Donc la prévalence du portage de BLSE dans la population générale est de l'ordre de 10%, et c'est essentiellement des colibacilles BLSE qui sont retrouvés. L'autre élément inquiétant, c'est que dans cette étude européenne, on avait vu que les taux de SARM diminuaient, mais les taux de entérobactéries hautement résistantes, schématiquement des BLSE, eux, n'avaient pas du tout été réduits ni par une politique horizontale, ni par une politique verticale. Alors venons maintenant aux éléments de pratique. Et si on veut regarder quelle est l'utilisation ou les bonnes pratiques de précaution standard, deux approches possibles. Une approche par l'utilisation de l'indicateur SHA et une approche par les audits de pratiques d'observance d'hygiène des mains. Alors pour ce qui est de l'indicateur SHA, vous connaissez sûrement ces données qui nous montrent que quand on a mis en place l'indicateur SHA en 2005, eh bien, vous voyez que 60% des établissements de santé étaient classés en classe D, c'est-à-dire qu'on était entre 10 et 30% de la consommation minimale attendue dans les hôpitaux français à ce moment-là. Donc pratiquement pas ou peu d'utilisation des solutions hydroalcooliques il y a une dizaine d'années. Et si on voit maintenant l'évolution de l'indicateur SHA, eh bien vous voyez que 60% des établissements de santé sont maintenant placés en classe A, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà de 80% de la consommation minimale attendue. Donc une réelle implantation des solutions hydroalcooliques en France, dont on peut se demander si elle est suffisante ou pas. Alors, je vous rappelle que pour calculer cet indicateur, on base l'indicateur sur un nombre minimum attendu d'occasions d'hygiène des mains qui, en 2005, était de, par exemple, 8 ou 9 en médecine et chirurgie, et 40 occasions d'hygiène de main en réanimation, à peu près, c'est le chiffre qui était, sur lequel on avait basé ces consommations minimales attendues. Et si on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, là j'ai pris l'exemple de la quarantaine d'hôpitaux de l'AP-HP, ben vous voyez que très largement plus que 50% de nos hôpitaux à l'AP-HP sont en classe A de consommation de SHA. Et ce qui n'est certainement pas très mobilisateur pour un hôpital de se savoir à 100, 110, 120, 130, 150% de la consommation minimale attendue. Alors, on a fait évoluer nos indicateurs et à la PHP, on a proposé qu'on utilise non pas les indications pour les gestes invasifs ou sceptiques, la colonne de gauche ici, mais qu'on y rajoute l'ensemble des contacts avec la peau saine du patient. Ça, c'est un travail qui avait été mené en 2006 par un groupe
qui avait regardé le nombre d'opportunités d'hygiène de main dans plusieurs dizaines d'établissements de santé français et plusieurs centaines de services. Et vous voyez qu'ici, on passe non pas, par exemple pour la médecine, on passe de 8 indications par jour et par patient à 21 indications quand on prend tous les contacts avec la peau saine. Alors si on applique cet objectif, c'est-à-dire contact peau saine plus de gestes invasifs, vous voyez que maintenant, les hôpitaux de la PHP sont beaucoup moins bien placés, puisque aucun hôpital n'arrive à 100%. Et c'est probablement plus mobilisateur pour un hôpital de se savoir à moins de 100% que de savoir à 110, 120 ou 150%. Donc là, il y a clairement des questions à se poser sur les objectifs qu'on doit atteindre en termes d'hygiène des mains, basés sur la consommation des solutions hydroalcooliques. Deuxième approche, l'approche sur l'observance. Et pour commencer, je vous montre les données auxquelles vous avez peut-être participé, d'audits d'hygiène des mains initiés par le GREF 2007-2008, sur un très grand nombre d'occasions d'hygiène des mains, où on voit des données plutôt rassurantes, puisque finalement, l'observance avant le soin était de 75%, 80% après le soin, et simplement 10% des occasions d'hygiène de main ne faisaient pas l'objet d'hygiène des mains, ni avant ni après. Donc on se dit c'est formidable, on a une politique d'hygiène des mains qui marche bien. En réalité, vous savez bien qu'il y a un effet observateur quand on fait des audits, et voici dont plusieurs travaux récemment ont estimé l'importance, mesuré l'importance. Comment ont-ils fait ça? On a d'abord fait de l'audit de pratique classique avec un observateur, et puis en même temps, on regardait par des systèmes de radiofréquence la fréquence avec laquelle les soignants entrent dans la chambre et se frictionnent les mains, soit juste après l'entrée, soit juste avant l'entrée. Et vous voyez ici que les données montrent de façon très consistante qu'on surestime d'un facteur 2,5, à peu près 2,5, la réalité de l'observance. Simplement, si on prend à gauche, l'audit, regardez à gauche le nombre d'hygiènes de mains par heure dans le travail de gauche, 3,75 hygiène des mains réalisées par heure de soins quand on audite. Quand l'auditeur n'est plus visible parce qu'il ne s'est pas identifié, on est à 1,48. Et quand on regarde ce qui se passe avant l'audit, c'est-à-dire uniquement par le système de radiofréquence, sans auditeur, eh bien c'est 1 à 1,50 hygiène des mains par heure qui est réalisée. On a aussi des données françaises pour le montrer. C'est un travail qui a été mené ici en maladies infectieuses à Marseille. Et vous voyez que l'observance de l'hygiène des mains enregistrée de façon automatique, elle est de 16,6, 23% avant contact avec le patient, c'est-à-dire le moment 1 et le moment 2 de l'OMS. Donc des données qui sont préoccupantes pour l'observance, des données de consommation qui sont clairement insuffisantes. Après, on va maintenant se poser la question de savoir pourquoi est-ce que pour les BLSE, on n'y arrive pas et pourquoi est-ce que pour les SARM, on arrive à contrôler la résistance bactérienne. Alors bien sûr, on a parlé des cas importés. Le SARM reste une bactérie hospitalière en France, alors que les BLSE sont aussi des bactéries communautaires. Je n'ai pas évoqué le rôle de l'inoculum, mais il y a beaucoup plus de colibacilles ou d'entérobactéries porteuses de BLSE dans le tube digestif qu'il n'y a de staphylocoque doré dans le nez des patients. Les deux autres éléments importants sont des éléments d'identification de ces bactéries comme une priorité nationale, en termes de priorités identifiées par nos autorités de santé et de sensibilisation dans les établissements de santé. Alors pour illustrer ces éléments-là, deux diapositives qui vous donnent quelques résultats d'une enquête qui a été menée l'année dernière, il y a 2 ans, dans 58 établissements de santé tirés au sort, avec, vous voyez, un grand nombre de réponses venant, donc c'est une enquête de prévalence réalisée dans ces 60 établissements de santé. Et donc des questions ont été posées sur les connaissances en termes d'épidémiologie et en termes d'hygiène des mains. Donc vous voyez ici, par exemple, est-ce qu'une hygiène des mains est recommandée après contact avec la table de nuit d'un patient? La réponse était oui, et vous voyez que, globalement, les personnels non médicaux et médicaux ont répondu globalement correctement. Si on voit la dernière question en bas, quelle est la méthode la plus efficace pour limiter la diffusion des BMR? Le choix était SHA, savon antiseptique, savon doux. Les réponses sont plutôt bonnes du côté médical, 74%, mais du côté non médical, environ la moitié des soignants ne savent pas que les SHA sont plus efficaces que les savons antiseptiques, puisque c'était extrêmement 47% qui répondaient correctement. Deuxième question sur la connaissance sur les BMR. Eh bien, est-ce que les taux de SARM augmentent ou diminuent? Vous voyez que
La grande majorité des réponses disaient que les taux de SARM augmentaient. Les bonnes réponses, c'est 5 et 10% chez les non-médicaux et chez les médicaux. Les taux de BLSE, est-ce qu'ils augmentent ou diminuent? Là, la réponse est plutôt meilleure. 40% chez les non-médecins et 83% chez les médecins. Mais beaucoup de répondants semblaient ne pas connaître le mot BLSE. Beaucoup ne savaient pas répondre. Et puis, un élément aussi un peu troublant, c'est que du côté des non-médecins, par exemple, eh bien, savoir que le mode de transmission principal des SARM est manuporté n'est connu que de 2/3 des répondants. Donc, un tiers répondait à un autre mode de transmission, soit l'environnement, soit aérien, dans le mode de transmission principal. Donc, vous voyez qu'on surestime très probablement les connaissances des personnels soignants dans nos établissements de santé et qu'il faut sûrement simplifier nos messages. Alors, comment progresser en termes d'hygiène des mains? Quelques propositions. Je pense qu'il faut qu'on fasse l'hygiène des mains comme une de nos priorités en termes de mesures de prévention. Avec ici, je crois vraiment, ce qu'on a vu dans cette enquête, c'est qu'il fallait simplifier et recentrer nos messages sur des messages essentiels sur l'hygiène des mains. Intégrer l'ensemble des précautions standards, et ça c'est le grand mérite des recommandations qui viennent de sortir sur les précautions standards, d'avoir regroupé ensemble les solutions hydroalcooliques, la gestion de l'environnement, des éléments de protection individuelle, des excrétas, l'étiquette, la keuf étiquette, l'étiquette pour en cas de tout. Donc tout ça est intégré dans un seul document et je pense que c'est une progression, un progrès important de mettre toutes ces recommandations de façon simple dans un seul document. Il faut bien sûr aller en dehors de nos circuits habituels et si vous avez vu rapidement les réponses dans les petits hôpitaux, vous voyez que les connaissances sur les BMR et sur les taux est beaucoup moins bonne encore qu'elle n'est dans les gros hôpitaux. Et donc il faut sortir des circuits habituels, s'intéresser aux EMS et bien sûr s'intéresser à la ville. Et puis un autre élément sûrement très important, c'est la formation initiale, notamment dans les IFSI, dans les écoles d'aides-soignants et puis dans le cursus médical de nos étudiants en médecine. Nouvelles modalités de formation, le président les a abordées juste en introduction. Là aussi, il faut savoir mieux former nos personnels, rendre la formation attractive avec les outils que sont le e-learning, la simulation, les serious games, etc. Et puis j'aime beaucoup cette diapositive, qui est une diapositive qui est inspirée d'un article de Didier Pittet, où il parlait de la boîte à outils pour l'hygiène des mains. Et je pense qu'on a un gros travail à développer ici pour mettre à disposition de toutes les équipes de soins tous les outils disponibles pour l'hygiène des mains et améliorer l'hygiène des mains, que je ne vais pas voir dans le détail ici, mais je trouve cette diapositive extrêmement intéressante parce qu'elle nous dit qu'il y a beaucoup de manières de travailler sur l'hygiène des mains, utilisons-les pour améliorer la performance des personnels de santé. Alors, un petit mot maintenant sur les précautions contact, en fait, pour dire que finalement, les recommandations de 2009, elles ont été essentiellement centrées sur l'idée que la base de la prévention était les précautions standards et qu'on a rajouté quelques mesures pour les malades porteurs de bactéries multirésistantes, notamment la signalisation et la chambre seule. Alors, peut-être un élément que vous ne connaissez pas bien, que moi j'ai découvert dans l'enquête de prévalence européenne, eh bien la France est un des pays qui a la plus grande proportion de chambres seules en Europe. Vous voyez qu'on est à plus de 30% de chambres seules dans l'échantillon tiré au sort français, donc représentatif de ce qui se passe en France, alors que beaucoup d'autres pays européens, y compris des pays avec haut niveau de développement et d'hygiène, ont moins de chambres seules que nous n'en avons. Donc on a là en fait une opportunité pour améliorer le placement en chambre seule généralement des patients pour les précautions contact. Et si on doit construire des hôpitaux, il faut vraiment réfléchir à la construction d'hôpitaux pour lesquels la chambre seule est la priorité ou est le standard de l'organisation. Une petite incise sur les précautions complémentaires contact. Juste ce travail qui vous montre très bien que si on a beaucoup de patients à placer en précaution contact, on finit par ne pas bien observer les précautions contact. Et vous voyez ici dans ce travail à gauche, 0 à 20% des patients d'une unité sont placés en précaution contact. À droite, plus de 60% des patients sont placés en précaution contact. Et vous voyez tout de suite que l'hygiène des mains avant l'entrée dans la chambre, elle diminue rapidement avec l'augmentation du nombre de patients à isoler et que l'ensemble des mesures conjointes de prévention passent de l'ordre de 30% à moins de 5% quand on doit isoler tous les patients.
Donc le message derrière, c'est de dire attention, si on met des précautions contact, mettons-les pour un petit nombre de patients pour lesquels on fera bien, plutôt que de le mettre pour beaucoup de patients pour lesquels on fera peut-être moins bien que si on avait uniquement des précautions standards. Passons au BHR. Alors pour les BHR, les choses sont beaucoup plus rassurantes. Et vous voyez, la France est un des pays qui est en vert, c'est-à-dire qu'on a, notamment pour les URV, des taux de bactériémie, là de Faecium ici, résistant à la vancomycine parmi l'ensemble des entérocoques Faecium, qui est parmi les plus bas d'Europe, et on est tout proche des hôpitaux ou des hôpitaux du nord de l'Europe sur ces chiffres-là. Donc des données très rassurantes, mais il faut probablement atténuer ces données-là en se disant on ne regarde que les bactériémies dans le réseau de surveillance européen. Et j'ai pris ici des données que nous avait dit un jour Yehuda Carmeli, qui est le responsable de la prévention d'infection en Israël, qui dit pour une malade qui a une bactériémie à entérocoque, il y a 7 patients qui ont des prélèvements cliniques positifs, à EPC, à entérobactérie carbapénémase. Il y en a 7 qui ont des prélèvements cliniques et il y en a pour un patient qui a des prélèvements cliniques, il y en a 7 qui sont porteurs sans avoir de prélèvement clinique. Et donc vous voyez que pour une bactériémie, il y a peut-être derrière une 50aine de patients porteurs de la bactérie résistante. Pour les entérocoques Vancouver, probablement ce rapport est plus élevé, peut-être 1 pour 10, on ne sait pas exactement. Mais donc il faut se dire que la situation qui paraît rassurante ici, eh bien, elle n'est rassurante que parce qu'on a des bactériémies et qu'il faut certainement s'intéresser pas uniquement aux prélèvements cliniques positifs, mais bien sûr, comme on le fait dans les signalements, aux patients qui sont colonisés sans infection et pour lesquels vous savez qu'on fait le signalement de ces situations. Alors, et puis il y a quelques éléments qui sont plus troublants. Ici, les hôpitaux qui en 2015, donc c'est déjà un peu ancien, on est presque à 2 ans de ce bilan-là, qui vous montre qu'il y avait un certain nombre de situations épidémiques dans les hôpitaux français. Vous en voyez 5 ou 6 ici, et le rond rouge représentant la survenue de plus de 100 cas d'épidémies qui dépassent la centaine de cas ici. Je pense que la carte en 2016 ou début 2017 a changé par rapport à ce qu'elle était, puisqu'il y a un certain nombre de situations qui sont maintenant sous contrôle. Alors l'exemple d'Israël est extrêmement intéressant, parce qu'il nous montre comment on peut instituer une politique nationale de contrôle des entérobactéries carbapénémase. Alors certes, dans un petit pays, 6 millions d'habitants, c'est pas beaucoup, c'est pas la France, mais vous voyez, j'ai mis en rouge les mesures essentielles de contrôle des entérobactéries carbapénémase en Israël, c'est-à-dire une situation avec une évolution épidémique très rapide dans les années 2007 dans ce pays, et la mise en place de façon très forte, vous voyez, engagement national, la mise en place d'une task force nationale qui s'est déplacée dans tous les établissements de santé, qui a visité les établissements, qui s'est assuré que les laboratoires étaient en capacité de diagnostiquer les carbapénémases, qui ont vérifié que les mesures recommandées étaient bien mises en place et qui ont mis en responsabilité non pas les équipes d'hygiène, mais les directions pour faire appliquer les mesures. Alors le résultat a été assez radical, puisque vous voyez que ce qui est encadré ici, c'est la mise en place des mesures sont marquées par les pointillés ici, et qu'on a vu se réduire de façon extrêmement rapide les taux d'EPC, simplement par une politique où les porteurs dans les prélèvements cliniques étaient regroupés dans une unité spécifique de l'hôpital. Et ça n'est que secondairement qu'a été mise en place une politique de dépistage des patients. Alors si on voit cette politique en France maintenant, comment est-ce que les choses se passent? 2 exemples qui nous viennent encore une fois de la PHP, et qui nous disent que par exemple pour les ERV, avant la mise en place des mesures ciblées telles que celles recommandées par le Haut Conseil en 2013, et après, c'est-à-dire des mesures renforcées, vous voyez que le nombre d'épisodes par mois a baissé de moitié, 0,8 à 0,4, et que le nombre de cas par épisode est passé de 9 à 4, c'est-à-dire qu'on a réduit l'importance non seulement la fréquence, mais aussi l'importance des épidémies grâce à des mesures renforcées. On était là sur l'entérocoque résistant à la vancomycine. Maintenant, regardez ce qui se passe pour les entérobactéries carbapénémase. C'est des données donc de Sandra Fournier qui ont été ici actualisées jusqu'en 2015. Comme vous voyez, une augmentation très rapide du nombre d'épisodes qui sont les barres bleues ici, d'une année sur l'autre. Et en même temps, le pourcentage d'épisodes qui donnent lieu à cas secondaires. Et vous voyez que avant la mise en place des mesures, 2004, 2007, 2008, 40% des épisodes
conduisait à des cas secondaires, et que maintenant on est de l'ordre de 10% des épisodes qui conduisent à la survenue de cas secondaires. Donc la politique très stricte de contrôle des bactéries hautement résistantes est efficace. Une dimension que je souhaitais aborder, parce qu'elle me paraît très importante pour essayer de comprendre pourquoi dans certains cas ou dans certains pays, la politique est efficace et pourquoi elle ne l'est pas toujours dans d'autres pays. Et donc, c'est des modèles de culture de société qui sont développés par un monsieur qui s'appelle Hofstede et qui dit, finalement, une société, sa culture, on peut la décrire dans 5 grandes dimensions qui sont listées ici. D'abord, l'intolérance à l'incertitude, c'est-à-dire, est-ce qu'on accepte que ce soit une situation incertaine ou ambiguë? Deuxième élément, la distance au pouvoir. Est-ce que la structure sociétale est très hiérarchisée? Ou bien, à l'inverse, est-ce qu'on accepte une distribution beaucoup plus équitable du pouvoir? Donc, hiérarchie versus organisation plus transversale de la société. 3 autres dimensions, l'individualisme. Est-ce qu'on intègre plus facilement dans les groupes professionnels des individus ou pas? La masculinité, et puis l'orientation à long terme. Et donc, ce travail avait consisté à regarder, essayer de corréler les taux de staphylocoque doré métillaire avec ces dimensions culturelles qu'on obtient en fait par des questionnaires au niveau européen. Et vous voyez par exemple que dans les pays qui sont en haut, les pays qui ont un taux de SARM à 0, Danemark, Pays-Bas, Suède, versus les pays qui ont des taux élevés, le sud de l'Europe, la France, le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, c'était des données de 2010, ça. Hein. Eh bien, vous voyez que la distance au pouvoir est très différente entre le nord de l'Europe et le sud de l'Europe. Schématiquement, le nord de l'Europe est beaucoup moins hiérarchique en termes sociétal que le sud de l'Europe. Et le deuxième élément important, peut-être aussi très important et très utile pour l'antibiothérapie dont vous parlera juste après Christian Rabot, eh bien, c'est d'accepter l'incertitude, d'accepter l'ambiguïté. Et vous voyez que c'est beaucoup plus élevé du côté des pays du Nord que du côté des pays du Sud. Dans le pays du Sud, on n'accepte pas l'ambiguïté ou l'incertitude. Et donc, un lien très fort qui est évoqué ici entre les taux de SARM et puis ces 2 dimensions sociétales importantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la France maintenant? Alors, vous savez qu'en France, on a un pouvoir central fort. Vous avez 2 présidents qui l'avaient bien montré. Le nouveau, on ne sait pas très bien encore, on va voir, mais enfin, il est assis sur une chaise un peu présidentielle, voire royale. Hein. Donc, on a une très forte hiérarchie. On a une structure de décision pyramidale. Finalement, vous savez que le Haut Conseil de santé publique, par exemple, qui donne ses recommandations. Et donc, clairement, à mon avis, c'est un élément important, utile et même nécessaire pour le contrôle des BMR. Et on voit bien que dans des pays qui n'avaient pas ces structures centralisées fortes, eh bien, le taux de BMR est beaucoup plus élevé qu'il est en France. Donc, on a là des éléments importants d'organisation sociétale qui font que pour les BHR, eh bien, les choses fonctionnent plutôt bien. Alors, en revanche, clairement, comme c'est une société très hiérarchique, eh bien, les acteurs sont beaucoup moins impliqués en France qu'ils sont dans d'autres pays. Les prises de conscience de la résistance bactérienne ne sont peut-être pas au même niveau en France que dans d'autres pays. Et puis, vous savez que la France est un pays qui a une relativement faible culture de la prévention, puisque quand on prend les données européennes, la France est située au 19e rang en Europe pour la part des dépenses de santé consacrées à la prévention, qui est très symbolique en fait du fait qu'on est beaucoup plus dans une médecine de traitement que dans une médecine de prévention. Alors c'est juste cette diapositive pour vous dire que probablement la formation elle doit commencer tout petit. Donc là vous voyez qu'on est à la maternelle et qu'on peut même faire des empreintes de doigts dans les hôpitaux, dans les crèches ou dans les maternelles. Donc en conclusion, on a des marges de progression majeures pour l'hygiène des mains et pour les précautions standards dans les établissements de santé. Premier élément important. Le deuxième, qu'il faut sans doute hiérarchiser nos priorités de prévention et mettre l'hygiène des mains comme un des éléments essentiels de la prévention du risque infectieux. On a besoin de communiquer de façon plus simple sur les basiques de la prévention. Certainement, comme le propose le Propias, élargir vers les soins de ville et vers la population, et puis améliorer notre formation initiale, qu'il s'agisse de la petite enfance pour la communauté ou dans les études en santé pour les futurs soignants. Et puis en termes de politique, on peut faire des propositions. Quand il s'agit de problèmes de BMR avec des importations et des acquisitions rares, le contrôle que j'ai marqué facile, comme pour le SARM, une politique horizontale bien appliquée
avec des précautions standards bien respectées, sans doute suffit. Si on s'intéresse à une situation où les importations sont fréquentes, où les acquisitions sont plus rares, mais le contrôle est relativement difficile parce qu'il y a des importations, là c'est l'exemple de colis BLSE, on peut se poser la question de l'utilité d'une politique ciblée. En revanche, il faut pousser pour qu'on améliore nos précautions standards et qu'on améliore aussi le nombre de chambres individuelles. Et attention à ne pas détourner une politique ciblée vers les vrais enjeux, qui à mon sens sont ceux-là, c'est-à-dire peu de cas communautaires, des cas nosocomiaux fréquents et faciles, et le contrôle est difficile, c'est-à-dire les entérobactéries BLSE autres que colibacilles. Et donc là, probablement, une politique ciblée, verticale et préférentielle, comme le proposent les recommandations européennes, bien sûr avec des précautions standards. Et pour terminer, pour les BHR, une politique ciblée reste impérative, puisque vous voyez, quand elle est bien appliquée, elle est efficace. Je vous remercie.